Bonjour à toutes et à toutes et merci de votre présence et de votre intérêt pour la 5e édition de notre matinale HR Consultancy Partner, le cabinet de conseil RH du groupe Randstad. Le thème de ce jour portera sur les risques psychosociaux en entreprise, sujet qui interpelle de plus en plus les directions des ressources humaines, naturellement, la médecine du travail, les directs et naturellement les juges et prud'hommes qui sont de plus en plus amenés à statuer sur des problématiques et des conflits entre les employeurs et les salariés. Nous avons posé dans notre invitation une question qui pouvait se lire provocante. L'entreprise, victime ou bourreau? Nous tenterons d'y répondre tout au long de cette matinale et je pense que, en conclusion, nous aurons une réponse circonstanciée. Pour aborder ces thèmes, nous avons le plaisir d'accueillir, comme d'habitude dans nos matinales, un plateau prestigieux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter Madame Laurence Breton-Cuny. Bonjour Madame. Bonjour. Vous êtes DRH et membre du COMEX du groupe AFNOR, présidente de l'ANDRH, l'Association nationale des directeurs de ressources humaines de Seine-Saint-Denis, et membre du bureau national de l'ANDRH. Et vous avez coécrit un ouvrage intéressant à notre sujet de ce jour, Sans question sur la santé et le bien vivre au travail. Vous aurez à ce titre la lourde responsabilité de porter la parole de la communauté RH et la position de l'ANDRH qui, je crois, a pris une position assez précise sur le sujet. Tout à fait. À votre gauche, le docteur Jean Van Fan. Bonjour docteur. Bonjour. Vous êtes médecin du travail chez EDF, vous travaillez sur le site de la centrale nucléaire de Saint-Laurent-des-Eaux. J'ai d'ailleurs appris qu'elle allait probablement réouvrir prochainement. Absolument. Vous suivez 500 collaborateurs sur ce site. Vous êtes également membre de l'équipe projet nationale EVRES, qui travaille sur les thèmes des évolutions et des relations de la santé au travail dans les entreprises. Et vous allez pouvoir nous apporter votre expertise de médecin du travail, qui doit être parfois effectivement assez complexe, puisque vous êtes en quelque sorte l'interface entre le sujet des risques psychosociaux et l'employeur qui est votre interlocuteur. Toujours à votre gauche, Hervé Lanouzière. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes depuis 2012 le directeur général de l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail, l'ANACT. Autant dire que vous êtes au quotidien au cœur du sujet de ce jour. Précédemment inspecteur du travail, co-créateur du nouveau Code du travail, puis responsable de la cellule prévention des risques psychosociaux à la Direction générale du travail. Vous avez également publié en 2012 un ouvrage, Prévenir la santé et la sécurité au travail. Votre cursus nous sera précieux pour avoir votre position sur le rapport entre l'évolution des conditions de travail et leur impact sur les salariés des entreprises. Enfin, Raphaël Bordier, bonjour maître. Bonjour. Vous êtes avocat associé au sein du département social de CMS Bureau Francis Lefebvre. Vous intervenez depuis plus de 20 ans dans l'accompagnement et la gestion des contentieux sociaux sur le droit du travail et de la protection sociale. Et votre expérience va nous permettre effectivement de poser le cadre juridique à date de la manière dont sont gérés ces conflits. Et ma première question ira à vous. Pouvez-vous nous donner votre expérience et votre expertise sur l'évolution des contentieux concernant les RPS à ce jour? Oui, bien sûr. Alors, le phénomène du burn-out, qu'on le qualifie aussi de syndrome d'épuisement professionnel, a fait son apparition dans les entreprises il y a environ une quinzaine d'années, dans le prolongement du harcèlement moral et dans le cadre plus général de l'émergence des risques psychosociaux, les RPS, que l'on connaît aujourd'hui dans les entreprises, qui est un vocable sous lequel on regroupe les phénomènes de stress au travail, de souffrance au travail, voire même aujourd'hui de violence au travail. Malgré la progression du phénomène, il faut savoir qu'il n'y a pas aujourd'hui de règlement spécifique en matière de droit du travail sur le burn-out. Vous savez effectivement que l'employeur est tenu à l'égard des salariés à une obligation générale de sécurité. Et il doit, au titre de cette obligation de sécurité, prendre les mesures nécessaires, d'une part pour remédier aux atteintes à la santé et à la sécurité des salariés lorsqu'il y a des atteintes qui sont avérées, mais également pour prévenir l'apparition de ces atteintes à la santé ou à la sécurité des salariés. Et c'est sur le fondement de cette obligation de sécurité que la Cour de cassation a, à partir de 2013 notamment, jugé qu'un employeur ne pouvait pas, par exemple, licencier un salarié absent de façon prolongée
en raison d'un burn-out, le licencier parce qu'il est nécessaire à un moment de procéder à son remplacement. De même que la Cour de cassation a jugé qu'un licenciement consécutif à une inaptitude au travail qui est la résultante d'un burn-out, ce licenciement n'est pas justifié. Alors, indépendamment des actions en responsabilité qui peuvent être engagées contre l'employeur, vous en avez parlé, il y a également une émergence d'un phénomène de tentative de reconnaissance du burn-out comme une maladie professionnelle, soit un accident professionnel lorsqu'il y a une lésion qui est apparue, notamment un salarié qui serait victime d'un infarctus sur son lieu de travail, par exemple. Là, il peut éventuellement tenter de faire qualifier cette situation d'accident du travail ou, plus généralement, une volonté des salariés de faire reconnaître leur situation d'épuisement professionnel comme une maladie professionnelle. Et il y a eu ces derniers mois d'intenses débats, notamment devant l'Assemblée nationale lors de l'examen de la loi Rebsamen du 17 août 2015. On a une jurisprudence là-dessus. Il y a déjà eu des... Il y a déjà eu effectivement des cas où des situations de burn-out ont été reconnues comme des maladies professionnelles et qui ont débouché parfois sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur lorsqu'il aurait dû avoir conscience de la situation dans laquelle se trouvait placé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures pour l'exfiltrer en réalité, pour prendre les mesures pour prévenir la dégradation de l'état de santé. Merci, maître. Hervé Lanouzière, je me permets de vous donner la parole. Je voudrais juste ouvrir votre intervention par une question. Les conditions de travail, c'est au cœur de votre préoccupation. Est-ce qu'on peut dire que l'évolution des conditions de travail qu'on a vues ces dernières années, avec l'arrivée du numérique, le digital, avec l'arrivée de tous les outils que nous mettons à la disposition des collaborateurs, peuvent avoir en fait une corrélation avec l'évolution en fait des risques psychosociaux? D'abord, vous dire qu'à l'ANACT, on n'approche pas les conditions de travail par les symptômes et par les pathologies, ni par le traitement individuel. Donc, je veux dire, ce qui veut dire que d'une certaine manière, ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas le faire. D'autres sont là pour le faire. Il y a des juristes, il y a des avocats, il y a des médecins, etc. Mais nous, ce n'est pas notre approche. On n'a pas cette approche-là du travail. On a plutôt une approche par la compréhension des déterminants de la santé au travail, les déterminants des conditions de travail. Et donc, on va plutôt s'intéresser à ce qui va faire qu'une organisation du travail va être apte à recevoir des personnes dans de bonnes conditions plutôt qu'à s'intéresser aux symptômes. Ce qui veut dire que, j'ai envie de dire que sur la question des risques psychosociaux, on aimerait bien arriver à déjudiciariser le sujet, à démédicaliser le sujet, et je dis souvent à débouc-émissariser le sujet, parce qu'on l'approche, on le voit bien, sous l'angle du harcèlement moral, ce qui veut dire qu'on cherche d'emblée un coupable, une victime, un harceleur et un harcelé. Si on va sur le burn-out, ça veut dire qu'effectivement, on cherche aussi la reconnaissance d'une pathologie et donc la reconnaissance d'une indemnisation, etc. On est dans une logique, passez-moi l'expression, qui est un peu mortifère. Et il nous semble plus intéressant d'aller chercher effectivement les causes. Et donc, il ne s'agit pas de nier le burn-out, mais il s'agit de dire que plutôt que d'aller chercher à travailler sur la reconnaissance du burn-out, travaillons sur ce qui a fait qu'un burn-out a pu se produire, notamment par exemple sur la charge de travail. Comment on organise, d'abord on qualifie la charge de travail, et comment on organise la charge de travail. Si je dis tout ça, c'est pas neutre parce que je pense que si on regarde ce qui s'est passé au cours des 15 dernières années, on pourrait prendre une situation de travail, la décrire, une situation très concrète de travail, et je pourrais vous faire la démonstration que la même situation de travail, il y a 15 ans, on l'aurait traitée sous l'angle du harcèlement moral. Il y a 10 ans, on l'aurait traitée sous l'angle du stress au travail. 1 ou 2 ans après, sous l'angle des risques psychosociaux au travail, donc avec une approche encore un petit peu différente. Et puis qu'aujourd'hui, en tout cas nous à l'ANAC, et puis on le voit même nouveau dans la loi aujourd'hui, on l'aborderait sous l'angle de la qualité de vie au travail. Et que dire ça, c'est pas neutre, parce que c'est pas un glissement sémantique, c'est pas juste une façon positive de parler de phénomènes négatifs, etc. C'est que aborder un même sujet sous l'angle du harcèlement, ou sous l'angle du burn-out, ou sous l'angle de la prévention des risques psychosociaux, ou sous l'angle de la qualité de vie au travail, c'est pas du tout mobiliser les mêmes appareillages et les mêmes dispositifs dans l'entreprise. Je ne vais plus avoir les mêmes acteurs autour de la table. Oui. J'ai presque envie de dire que la question des risques psychosociaux, ce n'est pas qu'une question de CHSCT, ce n'est pas qu'une question de médecin du travail. Si on l'aborde sous l'angle de la qualité de vie au travail, ça va impliquer beaucoup de monde, notamment les managers, notamment le COMEX dans l'entreprise, notamment les ressources humaines, notamment les managers de proximité, bien évidemment que ça, et l'organisation du travail. Il y a des causes organisationnelles qui font que dans certaines entreprises, effectivement, vont apparaître des troubles, ce qu'on appelait au début des phénomènes de stress, ensuite ce qu'on appelait les risques psychosociaux, et puis des entreprises où ça ne se passe pas. Docteur Van Van, je voulais vous proposer d'intervenir sur une des thématiques que Hervé Lanouzière a abordées, c'est la thématique de la prévention.
Je crois que c'est pour vous quelque chose qui est extrêmement important dans la réflexion sur les risques psychosociaux. Et nous serions très intéressés d'avoir votre avis sur le sujet. La démarche, en fait, elle repose sur quelques idées simples. La première, c'est fondée sur le fait que les pathologies dont on parle, qui se déclarent, donc qui sont révélées brutalement, un suicide, quelqu'un qui s'arrête brutalement alors qu'il ne posait pas problème jusqu'à présent, sont toujours issues d'un long processus de dégradation avec donc le cumul d'un certain nombre de signes que l'on pourrait détecter si effectivement on s'intéressait un petit peu à la situation. Les facteurs de risque des RPS, ils ont été clairement définis quand même. Il y a notamment eu en 2011 la parution en fait, d'un rapport d'un collège d'expertise sur ces données-là. Et donc, on connaît quand même un certain nombre de déterminants sur lesquels on peut travailler. Et donc, par exemple, la pression que peut avoir un opérateur conduite quand il mène un certain nombre d'opérations, on la connaît, elle est intrinsèque au métier, mais on peut effectivement, en le formant, en le mettant dans des situations, on a maintenant des simulateurs qui le mettent dans des situations, on regarde comment il agit, on l'entraîne, ce qui fait qu'effectivement, au fil de sa formation, il va être en capacité de pouvoir gérer une situation très stressante en minimisant en fait, les conséquences parce qu'il maîtrise la situation. Voilà. On a vu d'ailleurs des assessment centers qui étaient dédiés à, non pas à évaluer les gens, mais à les préparer à faire face à certaines situations. Absolument. Voilà. Donc en parallèle, on a mis en place des actions dans le domaine de la qualité de vie au travail. Alors j'insiste un tout petit peu là-dessus parce que c'est vrai qu'au tout départ de ces démarches-là, ça a été vu un peu comme gadget. Donc oui, vous mettez des kinés, vous avez des kinés dans les centrales, il y a de la sophrologie, on met en place de la sieste flash, on met en place des salles de sport. C'est pas ça dont on a besoin. Voilà. Eh bien si, ça contribue en fait, c'est important de faire ces actions-là, simplement il faut leur donner du sens en fait. Pourquoi on fait ça ? On fait ça pour effectivement d'abord créer du lien, montrer qu'en fait on s'intéresse aux personnes, resserrer des collectifs et faire en sorte que les gens se parlent entre eux, on décloisonne en réalité, et puis on montre que s'occuper de soi de temps en temps, c'est important dans un contexte professionnel où il y a beaucoup de tensions. Laurence Breton-Cuny, vous avez la lourde responsabilité de porter la parole des directeurs de ressources humaines avant d'aborder la position de la NDRH. En tant que directrice des ressources humaines, vous-même, votre position sur les risques psychosociaux et sur la manière dont ils sont gérés dans les organisations? Je crois que maintenant, il n'est plus discuté au sein des entreprises le fait de mettre en place des politiques de santé, qualité de vie au travail. Donc on a des approches intégrées. C'est vrai qu'on parle beaucoup de prévention tertiaire, quand on parle des cas particuliers, mais on travaille maintenant sur la prévention primaire, c'est-à-dire en amont. Rappelons quand même que l'entreprise n'est pas souffrance, l'entreprise est aussi épanouissement. Bien sûr, il y a des cas où elle peut devenir souffrance, mais ces cas ne devraient pas exister. Et aussi, c'est un facteur d'intégration excessivement important. Donc on a vraiment un rôle que tout se passe bien. L'individu, l'organisation, et puis pour aller plus loin, si je reprends un peu l'exemple sur le coup des psychotropes, aussi la santé publique. Parce que maintenant, en tant qu'entreprise, et j'aimerais bien que ce ne soit pas que les entreprises, toutes les organisations, c'est-à-dire fonction publique, territoriale, associations, etc., nous sommes tous des acteurs de prévention de la santé. Et c'est vraiment des démarches globales, au service de tous. Alors, la position de la NDRH, à l'Association nationale des directeurs et directrices et directeurs des ressources humaines, quelle est-elle sur la problématique des risques psychosociaux et particulièrement sur le burn-out? Pour nous, l'épuisement professionnel n'est pas une maladie professionnelle. Ce serait vraiment oublier la complexité de l'épuisement professionnel qui peut être lié à différents facteurs. Des facteurs effectivement liés à l'entreprise, le métier que l'on exerce, l'environnement de travail, l'environnement personnel, également des facteurs individuels parmi tant d'autres. La problématique, c'est qu'en accusant un seul fait, ou que ce soit une entreprise ou autre, c'est ne pas permettre à la personne de résoudre son problème. L'objectif, en tout cas pour une entreprise et pour la profession que je représente, c'est qu'on arrive à trouver des solutions. C'est qu'on arrive à faire que la personne se sente bien. Être sans travail et récupérer de l'argent, ce n'est pas une solution. La solution, c'est se sentir bien, alors que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur de l'entreprise, peu importe. Mais c'est qu'on arrive à résoudre. Et plus on anticipe, plus on travaille sur les signaux faibles, plus on les détecte et qu'on travaille en amont avec la médecine du travail, et plus on en parle également. Revenons à notre question initiale, les RPS, entreprises
Victime ou bourreau? Madame Breton-Cuny, votre position? On ne peut pas répondre à une telle question. Hein, c'est évident. C'est ni l'un ni l'autre. C'est le principe de contingence. Il y a tellement de choses qui existent. Moi, je dirais que l'entreprise doit, en premier, être un lieu d'épanouissement pour l'individu. Et après, si effectivement elle est bourreau, elle ne doit pas exister telle qu'elle, elle doit changer, évoluer. Elle doit être une source d'épanouissement, parce que sans épanouissement des individus, eh bien, il n'y aura pas de performance à la clé, donc il n'y aura plus d'entreprise demain. Moi, je pense que plus souvent, encore une fois, on a des organisations, et pour répondre aussi à la question de victime ou bourreau, on a des organisations dans lesquelles, encore une fois, chacun défend son point de vue et omet de, encore une fois, regarder les contraintes des uns et des autres. C'est-à-dire, encore une fois, l'entreprise est légitime à un moment donné à dire « moi, j'ai ces exigences-là, et donc je dois me réorganiser pour ça ». Et les salariés, et bien évidemment, ils ont des attentes légitimes. Et c'est faute de recréer les espaces de discussion pour lesquels on va trouver des solutions. Parce que ce qu'on a oublié de dire quand même, c'est que quand on met les gens en capacité de discuter, et qu'on l'organise bien, qu'on n'est pas sur le registre du jugement, et encore une fois du bouc émissaire. Il y a un process, Ils trouvent des solutions. Et les salariés, j'ai plein d'exemples où les salariés proposent des solutions que l'entreprise n'oserait même pas parfois proposer. Il n'y a pas très longtemps, un RH m'a dit, ils nous ont proposé une organisation horaire, on n'aurait pas osé la leur proposer. Simplement parce qu'on les a mis en capacité de reprendre du pouvoir là-dessus. Et donc du coup, il n'y a plus de victimes et de bourreaux, il y a simplement, encore une fois, la réponse aux contradictions que j'évoquais tout à l'heure, c'est qu'on a trouvé un nouvel équilibre pour effectivement tenir compte des intérêts bien compris des uns et des autres. En tout cas, s'il existe des entreprises bourreaux, je pense que c'est surtout une absence de conscience de la part des entreprises de ce que peut générer certaines organisations ou certains comportements. Et c'est là où effectivement la jurisprudence qui impose à l'employeur de mettre en place des mesures de prévention. Et la prévention, ça passe par l'information des managers et la formation des managers. Et je pense que c'est important que les managers aient conscience que parfois, certains des comportements peuvent avoir des conséquences sur les salariés. Donc, entreprise bourreau, moi je n'y crois pas. Je pense que c'est simplement une absence de conscience et qu'il faut simplement ouvrir les yeux et puis s'interroger sur les organisations et sur la façon de permettre aux salariés d'être bien dans leur travail. Merci, maître. Docteur, le mot de la fin? Alors le mot de la fin, je dirais, quand on fait médecine du travail, c'est qu'on est convaincu que le travail est un opérateur de santé, en fait. Hein, voilà. Et le deuxième point, c'est qu'il n'y a pas d'entreprise qui réussisse sans effectivement des salariés en bonne santé. Et donc c'est bien la conjonction des deux auquel il faut arriver. Et ça, c'est effectivement, tout ça, ça se construit en fait dans la discussion, le compromis. Et aujourd'hui, en fait, ce qu'il faut, c'est que les managers aillent sur le terrain, écouter en fait les salariés pour arriver effectivement à trouver le compromis entre la bonne marche en fait, de l'entreprise et puis la préservation de la santé, la construction de la santé de leurs salariés. Voilà. Merci madame, merci messieurs pour ces débats, ces échanges. Merci à nos invités d'avoir répondu présent à cette 5e matinale. Il me reste à vous donner rendez-vous donc l'année prochaine pour l'organisation d'une 6e matinale dont nous ne connaissons pas encore le thème, mais qui sera, je n'en doute pas, aussi passionnant que toutes celles que nous avons organisées jusqu'à ce jour, et celle-là en particulier. Merci encore et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.